Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Et aujourd'hui j'ai décidé de me plier à la fameuse tradition des vidéos de début d'année en vous présentant mon top film vu en 2025. Et ça commence tout de suite, numéro 5. C'est le nouveau volet de la maintenant grande saga éponyme qui compte aujourd'hui pas moins de 6 films et une série en 6 saisons. Oui, rien que ça. Ce dernier opus en date vient donc réunir Maître Han, le personnage de Jackie Chan, est introduit dans le film The Karate Kid de 2010 et Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio depuis le tout premier Karate Kid. Alors je ne m'attendais véritablement à rien, voire même je m'attendais plutôt à quelque chose de vraiment pas ouf, et franchement, j'ai été très agréablement surpris. Si le scénario reste somme toute très classique et reprend donc la trame de presque tous les films précédents, à savoir un jeune garçon arrive dans une nouvelle ville après un déménagement qu'il ne voulait pas vivre, il rencontre une fille dont il va tomber amoureux et du coup lui faire voir sa nouvelle vie d'un autre œil. Manque de peau, la fille en question est l'ex d'un jeune pratiquant de karaté, un vrai mauvais garçon, meilleur de son club et surtout sans pitié. Bref, les deux garçons vont donc s'affronter pour le cœur de la belle, l'ultime affrontement ayant bien entendu lieu lors d'un grand tournoi de karaté organisé à l'échelle de toute la ville. Sauf qu'ici, la ville c'est plus un tout petit patelin, c'est carrément New York. Donc oui, voilà, on est vraiment sur le même pitch que le tout premier film qui sera également repris en partie par le second, puis par le troisième, enfin bref, vous avez compris. Ce qui va véritablement changer ici, c'est que Li Fong, notre nouveau héros, donc ne part pas de zéro pour apprendre les arts martiaux, puisqu'il est déjà lui-même un excellent pratiquant de Kung-Fu, appris d'ailleurs dans l'école de Monsieur Han, fondée à la suite du film de 2010. Mais problème, sa maman refuse qu'il continue la pratique des arts martiaux, car son grand frère, celui de Li Fong, a perdu la vie suite à une agression dans la rue. Bon, vous vous en doutez, c'est pas une interdiction qui va véritablement tenir. Une intrigue, oui on va l'appeler comme ça, je vois pas comment dire d'autre, mais qui ne sert véritablement à rien, elle n'a pas lieu d'être, tant elle est inutile et n'aura aucun impact sur le déroulement de l'histoire. Elle est juste là pour agiter un petit peu plus de drama sans que ce soit réellement nécessaire puisque l'histoire en elle-même se suffit. Alors oui, je sais, là comme ça on n'a pas forcément l'impression que je veux dire du bien du film, mais en réalité il a été, comme je le disais en début de vidéo, plutôt une bonne surprise. Puisque, en fait, au lieu de répéter tout simplement la même formule, ici, le film va essayer de nous prendre un petit peu par surprise en ajoutant quelques nouveautés plutôt sympathiques et bienvenues. Par exemple, le fait que Li Fong soit déjà un bon pratiquant martial va apporter quelques scènes de combat supplémentaires qui sont plutôt sympas, même si parfois un chouïa exagéré. Il y a aussi le fait que cette expertise va placer justement Li Fong dans le rôle de professeur, puisque c'est le père de sa jeune dulcinée, donc qui va lui demander de l'entraîner afin de pouvoir l'aider à remporter un futur combat de boxe. Petite nouveauté donc qui permet d'éviter au film de se concentrer exclusivement sur la rivalité entre les deux garçons et apporte ainsi au récit un rythme un petit peu différent.
Par la suite, c'est Li Fong qui va retourner à sa place d'entraîné, d'élève, mais cette fois-ci, si Monsieur Han va effectivement revenir l'entraîner, eh bien il va également faire appel à Daniel Larousseau, donc, afin de lui apporter une approche différente de sa pratique des arts martiaux. Mais vous allez me dire, comment Monsieur Han, qui vit en Chine, peut connaître Daniel Larousseau, qui lui vit aux États-Unis, alors même qu'en plus Monsieur Han est quand même largement plus âgé que Larousseau? Eh bien c'est très simple, en réalité le film nous explique que Monsieur Han et Monsieur Miyagi se connaissaient, car l'ancêtre de Monsieur Miyagi, ayant mis au point le karaté de la famille Miyagi, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, est basé sur le véritable style Goju-Ryu, inventé par Chojun Miyagi, justement. C'est pour ça que le personnage s'appelait comme ça dans les films originaux, mais bref. Eh bien, ce fondateur du karaté Miyagi a appris le kung-fu, les arts martiaux, avec l'un des ancêtres de Monsieur Han, justement. Depuis lors, les deux familles sont restées en contact régulier, échangeant régulièrement donc sur leurs pratiques respectives. Et lorsque Monsieur Han et Monsieur Miyagi se sont vus pour la dernière fois, eh bien ce dernier connaissait alors déjà Daniel depuis un bon moment. Mais le vieux maître d'Okinawa étant malheureusement aujourd'hui décédé, c'est tout naturellement que Monsieur Han va se tourner vers son élève pour lui demander de l'aide. Ainsi, les connaissances et les approches différentes mais complémentaires des deux maîtres vont alors aider le jeune Li Fong à combler ses lacunes en arts martiaux, en combat plus précisément, afin de pouvoir affronter, mais surtout vaincre, son nouveau rival. 1h30 de film qui passe donc plutôt très bien, même si on est sur quelque chose de plutôt simple. L'ensemble reste assez fluide et agréable à suivre. On passe un bon moment, tous les acteurs sont relativement justes et les quelques combats et scènes d'entraînement sont aussi d'ailleurs très sympathiques et plutôt bien pensés. Une bonne petite surprise donc que je reverrai d'ailleurs avec plaisir, et c'est également un film comme tous les autres films de la saga Karate Kid qui est tout à fait adapté à toute la famille, et ça, eh ben c'est plutôt chouette. Passons au suivant, numéro 4. Alors il y en a sûrement parmi vous qui doivent se dire que c'est pas vraiment un film d'arts martiaux, donc pourquoi qu'est-ce que c'est-il qu'il le met ici, il a rien à faire non-stop sur une chaîne qui parle d'arts martiaux et de cinéma d'arts martiaux. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai moi-même un petit peu hésité à le mettre dans ce top. Mais je m'y suis finalement résolu parce que le film contient déjà quand même pas mal de combats à main nue, mais aussi parce que comme finalement pour l'ensemble de la franchise John Wick, dont est tiré Ballerina, le gunfight est vraiment traité et chorégraphié comme un art martial à part entière. On est encore une fois sur des échanges extrêmement stylisés, avec des mouvements et des placements bien précis, et pas de simples échanges de tirs comme on a plus souvent l'habitude d'avoir avec ce type de scène. Le film est donc réalisé par Len Wiseman, nouveau venu dans la franchise, mais pas totalement inconnu au monde du cinéma d'action et du gunfight, puisqu'il est le réalisateur des 2 premiers films Underworld, entre autres. Pas le meilleur réal donc, mais pas non plus un tâcheron pour autant. Le film met donc en scène le personnage de Eve, interprété par Ana de Armas, une ballerine donc, membre du clan de la Ruska Roma, le clan russe qui nous est présenté dans John Wick 3. Elle y est entraînée après le meurtre de son père, alors que Eve, justement, n'était qu'une enfant. Assassinat perpétré par un clan dissident, enfin plutôt, comme dit dans le film, une secte telle qu'elle nous est présentée, et qui ne fait pas véritablement partie de l'organisation de la Grande Table. C'est plutôt, en réalité, une sorte d'organisation parallèle à la Grande Table. Eve va donc tout faire pour devenir la meilleure combattante possible et partir en quête de vengeance une fois sa formation terminée.
C'est d'ailleurs le seul point un peu négatif que j'ai trouvé au film. Trop de ressemblances avec John Wick, toujours un récit de vengeance au mépris des règles de la grande table, quitte à avoir des problèmes avec cette dernière. Et d'ailleurs, le film se déroule justement pendant les événements de John Wick 3, ce qui fait d'ailleurs un peu forcé, et n'apporte là aussi rien de spécial à l'intrigue, sinon un caméo un peu forcé de John Wick à la fin du film. Caméo qui est d'ailleurs pas très logique, avec la chronologie et la teneur des événements de John Wick 3 justement, mais bon. Et c'est un petit peu dommage donc d'être parti sur un récit de vengeance, puisque ça ressemble trop en fait à ce qu'a fait John Wick, et puisque finalement on aurait tout à fait pu se contenter de suivre un personnage devant effectuer des missions tout à fait classiques, ce qui nous aurait permis en plus d'explorer un peu plus cet univers riche qu'est celui de John Wick, sans pour autant changer complètement l'histoire du film. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé le film vraiment très sympa. J'ai passé un super moment devant, le film passe d'une traite sans qu'on ait le temps de s'ennuyer véritablement. Et on retrouve avec grand plaisir cet univers justement et tout ce qui fait le sel de l'action d'un John Wick. Les chorégraphies sont superbement réalisées et interprétées et le style de combat d'Anna de Armas a même été adapté à sa carrure. Et oui, puisqu'elle est plus petite et plus frêle que les autres, elle est entraînée à combattre en utilisant tout ce qui est à sa disposition pour combler cette différence de gabarit qui existe souvent entre elle et ses adversaires. Et ça nous donne des séquences d'action vraiment très sympas et assez innovantes même par moments, avec une utilisation des accessoires et du décor comme on en voit très peu, trop peu même je dirais, ce qui est véritablement très agréable et bienvenu. Mention spéciale à l'utilisation de l'arme spéciale justement également à la fin du film et au duel qui s'en découle. Pas très martial, mais j'avais encore jamais vu ça dans un film d'action auparavant et c'était Dieu vraiment jouissif. Ceux qui savent, savent. Un excellent film d'action donc devant lequel on passe un super moment et je vous le recommande très sincèrement si vous ne l'avez pas encore vu et que vous aimez la franchise John Wick. Passons maintenant à la suite, numéro 3. Pour ce numéro 3, Cocorico KO est un film français réalisé par Antoine Blossier et sorti exclusivement, malheureusement, sur Netflix. Et oui, malheureusement, parce que ce film est vraiment très bon et quel dommage de ne pas pouvoir l'avoir en édition physique. On y suit les pérégrinations de Bastien, interprété par Cyril Gane, ancienne gloire française du MMA à l'UFC. Il y interprète justement donc un ancien combattant de MMA ayant abandonné le ring après avoir causé accidentellement la mort de son dernier adversaire, un homme qui était d'ailleurs son ami. Ce fait traumatise déjà Bastien, mais le trauma est d'autant plus important que son ami laisse derrière lui une femme et un jeune enfant qui vont alors tous deux très violemment le rejeter. Le jeune adolescent, Léo, va d'ailleurs se mettre à rejeter en fait un petit peu tout le monde, sa mère y compris, et se mettre à avoir des fréquentations assez peu recommandables qu'on se le dise. Et justement, ce sont ces fréquentations qui vont le mener à être témoin d'un très violent conflit entre deux gangs rivaux dans une usine désaffectée. L'un des deux gangs va tout simplement tuer la quasi-totalité de ses adversaires en réalité. Et le problème, c'est que le jeune Léo va être repéré par les vilains méchants qui vont donc se mettre à sa poursuite. Et le jeune garçon va tout naturellement et intelligemment tout simplement disparaître en prenant la fuite pour se cacher. Le garçon ayant été à plusieurs reprises en contact avec la police locale, il la prévient par téléphone. Enfin, il prévient
une flic en particulier avec qui il a été beaucoup en contact. Il prévient donc cette inspectrice qu'il a des problèmes avant de totalement disparaître de la circulation. La mère de Léo est complètement déprimée évidemment et surtout complètement paniquée, pense que la police ne sera pas capable de retrouver son fils et décide donc de faire appel à Bastien afin de l'aider à le retrouver. Enquête et buddy movie rempli d'action, K.O. est une sincère réussite à mes yeux, même s'il n'est pas forcément exempt de défauts. La mort du père de Léo est par exemple un petit peu exagérée, et l'histoire avance parfois peut-être un chouïa trop rapidement. Mais ce ne sont vraiment que des points de détail et ce n'est vraiment ici que chipoter et loin de moi l'idée de bouder le plaisir que j'ai eu à regarder ce film. Notamment bien entendu dans ces scènes de combat qui sont vraiment bien chorégraphiées et réalisées. L'action est bien bourrine et Cyril Gane nous offre une très belle performance physique mais aussi d'un niveau d'acting qui m'a, ma foi, agréablement surpris puisqu'il est plutôt juste tout au long du film. Il met en valeur son immense carrure et son expertise dans les arts martiaux et le MMA pour notre plus grand plaisir. Bref, c'est 1h25 d'action qui passe vraiment très bien et c'est d'autant plus agréable que c'est donc un film français d'un genre qu'on voit encore trop peu souvent chez nous, même aujourd'hui où l'action française a tendance à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette année 2026 nous offrira d'autres actionneurs français de ce type parce que c'est vraiment un pur plaisir à chaque fois. D'ailleurs, on va encore le confirmer avec le film suivant, numéro 2. Les Orphelins est un film écrit et réalisé par Olivier Schneider, ancien cascadeur français plutôt prolifique à l'époque. Il fait partie des premiers cascadeurs martiaux avec Manu Lanzi entre autres et a entre autres travaillé sur des films comme Le Pacte des Loups, Le Transporteur ou encore Samouraï pour ne citer que ceux-là. Il a commencé sa carrière comme simple cascadeur puis a fini par devenir chorégraphe de combat, allant même jusqu'à s'exporter aux États-Unis pour travailler sur de gros blockbusters comme Fast and Furious 10 pour le plus récent. Avec Les Orphelins, il signe sa deuxième réalisation et met en scène celui que j'aime appeler le Jason Statham français, Alban Lenoir. Ce dernier a déjà cartonné dans l'excellentissime trilogie Balles perdues ainsi que dans le non moins excellent superbe Aka, tous les 4 disponibles sur Netflix. Autant de films où il a su nous démontrer non seulement son talent d'acteur, qui n'était plus vraiment approuvé, mais bon, mais aussi sa capacité à balancer des bourre-pifs et des bons gros coups de pied au cul dignes des meilleurs castagneurs du cinéma d'action. Et laissez-moi vous dire qu'il ne déroge pas à cette règle avec Les Orphelins parce que, mais waouh, quelle énorme claque! Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film comme ça en 2025. Dans cette époque qui est une course au toujours plus grand, toujours plus fort, avec toujours plus d'effets visuels, on revient ici à un film d'action à l'ancienne avec une majorité d'effets pratiques, des combats sans fioriture, mais qui n'en sont pas moins vraiment impressionnants pour autant. Bien au contraire. Le scénario est simple sans être simpliste. On y suit Gabriel et Idriss, deux amis d'enfance, enfin anciens amis d'enfance, ayant grandi ensemble en orphelinat avec Sophia, qui fut également leur premier amour. Et c'est justement cet amour commun qui les sépara aux portes de l'âge adulte. Gabriel s'en fut vivre sa vie en intégrant la police et plus précisément la police des polices, l'IGPN. Quant à Idriss, il s'est d'abord engagé dans les forces spéciales de l'armée française et s'est rapidement
qu'il entrera dans le milieu, disons, de la sécurité non officielle. Sophia, quant à elle, elle décide de continuer sa vie à l'orphelinat avec sa fille nouvellement née. Elle travaille sur son lieu de vie d'enfance pour aider les jeunes orphelins tout en élevant sa propre fille. Seulement voilà, alors que la jeune Leila, fille de Sophia, donc est maintenant une belle adolescence, Sophia et elle vont avoir un grave accident de voiture qui laissera malheureusement la jeune fille orpheline à son tour. Mais l'accident a été causé par le fils d'une riche famille de criminels françaises qui conduisait à très grande vitesse et bien évidemment sous stupéfiants. Et Leila va donc vouloir se venger pour que justice soit faite. Et en faisant ainsi, elle va déclencher un déferlement de violence sur elle. Idriss et Gabriel sont quant à eux contactés par leur ancienne tutrice, non seulement pour rendre hommage à leur ami d'enfance, mais aussi pour aider à tirer au clair cette affaire. Car lorsque Leila va retrouver le responsable de l'accident, elle va tout simplement se précipiter chez lui afin de le confronter là où elle pense que la justice ne semble rien faire. Et c'est précisément cette action qui va mener à tout le reste, puisque la jeune fille va rapidement se retrouver pris en chasse par les mercenaires à la solde de la dite famille criminelle. Le film va à l'essentiel et son seul but, c'est de nous en mettre plein la vue pendant son 1h30 d'action quasi non-stop. Une action ultra maîtrisée avec de nombreux combats vraiment très très cool et de superbes cascades. Le tout encore une fois réalisé sans fond vert, uniquement de l'humain et du mécanique pour notre plus grand bonheur. Un métrage qui est maîtrisé de A à Z avec une équipe de passionnés et qui fait la fierté du cinéma d'action français, un cinéma comme on aimerait en voir bien plus souvent. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film, alors passons tout de suite au numéro 1 de ce top. Life After Fighting, film australien sorti normalement en 2024 mais disponible en France sur Amazon Prime depuis le début d'année 2025. Bon, même si malheureusement il est plus disponible sur Prime aujourd'hui. On croise les doigts pour une sortie physique en France. Le film est écrit, réalisé, interprété et chorégraphié par Brent Foster, australien dont la filmographie l'a malheureusement souvent cantonné à des seconds rôles, voire des rôles tertiaires, ne mettant que peu en valeur son immense talent pour les arts martiaux. Car oui, c'est bien là la très grande force du film. Les chorégraphies de combat y sont extrêmement bien réalisées et interprété par une très grande famille, car oui, c'est un film d'amis et de famille, et ce, dans plusieurs sens. Déjà, en tant que principal faiseur de ce film, pour économiser un petit peu sur le budget, la majorité du film est tournée dans le propre dojo de Brent Foster. Et ce sont en grande majorité ses élèves qui joueront les élèves de personnage principal et autres personnages combattants que l'on va croiser tout au long du film. Mais l'on croisera également plusieurs membres de la famille de l'acteur, comme sa fille par exemple. Et ensuite, l'histoire du film tourne elle-même beaucoup autour de la famille. Nous y suivons en effet l'histoire d'Alex Faulkner, ancien combattant de MMA professionnel, aujourd'hui en retraite de la cage suite à une grave blessure du dos. Blessure qui l'empêche pas pour autant de pratiquer les arts martiaux et également de les enseigner. Et heureusement, puisque c'est en tant que professeur qu'il gagne sa vie. S'il pouvait pas enseigner, ce serait un petit peu con quand même. Mais bref, il va un jour recevoir la visite de Julie, une jeune maman célibataire dont la fille, Violette, souhaite s'essayer au karaté. Et Julie voulant elle-même essayer d'apprendre un petit peu à se défendre. Julie et Alex tomberont bien entendu rapidement sous le charme l'un de l'autre, ce qui ne sera pas du tout au goût de l'ex-mari
carrément toxique de Julie. Celui-ci cherchera bien entendu les embrouilles, t'as capté évidemment, hein, mais ce sera surtout sans compter la disparition soudaine de la petite Violette. Et oui, hein, Alex va mettre tout en œuvre pour retrouver la jeune fille de sa nouvelle petite amie avant que le pire n'arrive. Et ben je ne vous en dirai bien entendu pas plus pour ne pas vous spoiler. Et bien que le scénario puisse sembler assez classique, hein, comme je le disais tout à l'heure, la grande force du film réside essentiellement dans ses nombreuses scènes de combat parfaitement maîtrisées et mettant en avant les nombreux talents de Brent Foster. Des talents des plus éclectiques puisque les combats mêleront avec habileté techniques de percussion, de projection, combat au sol, à main nue, arme contre arme ou encore seul contre tous, ça n'en arrête pas de tout le film, c'est incroyable. Véritablement, pendant ce film, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer tant les combats s'enchaînent vite, sans pour autant être gratuit. Chaque combat est évidemment et heureusement justifié par le scénario. Et c'est d'ailleurs dans le scénario que je mettrai peut-être le seul et unique petit point négatif que j'ai trouvé au film. Enfin, 2 petits points négatifs, on va dire. Déjà, l'histoire en compte presque 2 en une seule. Il y a une histoire de rivalité entre le personnage de Brent Foster, Alex donc, et un ancien rival de la cage qu'il va devoir réaffronter afin de permettre à ce rival de passer à autre chose. C'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu faire l'histoire d'un film complet, mais bon, bah, tant pis, passons, ça donne quand même lieu à de très beaux combats, et c'est pas exclusivement centré là-dessus non plus. Donc bref. En revanche, le deuxième point m'a un petit peu plus dérangé et m'a même poussé à mettre le film plusieurs fois en pause, hein, pour reprendre un petit peu mon souffle. Certains d'entre vous me jugeront d'ailleurs peut-être un peu trop sensible, mais bah, tant pis, hein. C'est peut-être mon statut de parent qui fait ça, mais le côté enfant disparu et tout ce qui se passe autour de ça, dont je ne parlerai pas ici pour pas vous spoiler, est vraiment très lourd. Vraiment très très lourd. Il y a des scènes qui sont vraiment très difficiles à regarder et à supporter. Sincèrement, j'ai mis pause à plusieurs reprises, hein, pour dire ok, ça va bien se passer, c'est qu'un film, tout va bien aller, parce que vraiment c'est tendu. Donc si vous avez des triggers autour de ça, je vous conseillerais de passer certains passages, parce que l'ensemble du film, globalement, après vous pouvez le voir, mais à mon avis, certains passages sont à éviter, parce que ça pince. Vraiment, ça pince, sincèrement. C'est les 2 seuls petits points un peu négatifs que j'ai pu trouver au film, qui n'en sont pas vraiment pour autant, hein, c'est juste un ressenti personnel, hein, encore une fois. Sinon, le film est véritablement excellent, et ça faisait sincèrement longtemps que j'avais pas pris une telle claque pour un film d'arts martiaux. Vraiment. Ça fait plaisir et c'est super jouissif. J'espère que Brent Foster nous offrira d'autres films aussi excellents que celui-là dans l'avenir, parce que vraiment, c'était une pure pépite. Enfin bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mon top film 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez vu ces films et si vous les avez appréciés ou non. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez votre cata, vous pouvez également la partager, la liker et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.